Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui se déroulaient les audiences du Congrès américain sur l'affaire GameStop. L'objectif était de questionner les intervenants principaux qui furent impliqués au cœur de cette affaire dans le but d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est en première partie de vous résumer ce qui s'est dit lors de ces audiences au Congrès et en deuxième partie de vous expliquer les réelles raisons pour lesquels l'achat du titre de GameStop fut interrompu par Robinhood à la fin du mois de janvier dernier. Pour ceux qui étaient sur une autre planète lors des dernières semaines, qui n'ont aucune idée de ce qu'est l'affaire GameStop, je vous invite à aller visionner mes deux précédentes vidéos sur le sujet en écrivant Joe Finance GameStop dans la barre de recherche YouTube. Donc aujourd'hui, le Congrès américain a interrogé Vlad Tenev, CEO de la plateforme de courtage Robinhood, qui a subitement stoppé l'achat de plusieurs titres boursiers, dont GameStop, en janvier dernier. Kenneth Griffin, CEO de Citadel, une firme d'investissement agissant comme un market maker et le plus gros client de Robinhood en termes d'achat d'ordre de transactions fait sur la plateforme. Gabriel Plotkin, CEO de Melvin Capital, la firme d'investissement qui a failli y passer en vendant à découvert le titre de GameStop et fut sauvé par Citadel. Steve Hoffman, CEO de Reddit, le réseau social hébergeant le maintenant fameux groupe Wall Street Bet. Keith Gill, alias Roaring Kitty, alias Deep Effing Value, un petit investisseur ayant partagé son bull case par rapport à GameStop aussitôt qu'en 2019 sur les réseaux sociaux et ayant transformé 50 000 $ en 50 millions. Et finalement, Jennifer Schultz, Director of Financial Regulation Studies. Qu'avaient donc à dire nos amis sur l'affaire GameStop? D'abord, Vlad Tenev débuta en réaffirmant que sa plateforme se veut un outil permettant à tous d'avoir accès au marché financier sans payer de commission et en offrant l'achat d'actions fractionnées. Son objectif reste toujours de démocratiser la bourse. Quant à ce qui s'est passé relativement à GameStop, le CEO de Robinhood affirma qu'en raison de la grande volatilité sur le titre de GameStop, la clearinghouse avec laquelle Robinhood fait affaire exigea que le collatéral déposé soit multiplié par 10, ce qui poussa la firme à prendre des mesures inhabituelles. Pour ce qui est de la mécanique des marchés, j'y reviens en deuxième partie du vidéo. Alors ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas ce que c'est une clearinghouse. Ensuite, il ajouta qu'il n'a jamais reçu de commande d'un hedge fund, en parenthèse Citadel, pour bloquer la possibilité d'acheter le titre de GameStop. Si vous vous souvenez bien, la rumeur voulait que Citadel, qui a sauvé de la faillite Melvin Capital avec un prêt de quasiment 3 milliards, qui est aussi un client important de Robinhood, aurait demandé à la plateforme de courtage de bloquer la possibilité d'acheter GameStop afin de stopper le short squeeze et de minimiser leurs pertes. Donc Vlad Tenev affirma que jamais il n'eut un appel de qui que ce soit afin de l'influencer à bloquer l'achat de certains titres. Vlad termina son allocution en rejetant la faute sur le système financier qui prend trop de temps, selon lui, à clore les échanges de titres financiers et qu'il n'y a aucune raison que ce délai soit aussi long avec la technologie d'aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants. Pour ce qui est de Citadel, son CEO alla dans le même sens en affirmant que la firme n'était impliquée d'aucune façon dans la décision de Robinhood de bloquer l'achat du titre de GameStop ou de tout autre meme stock. Il affirma aussi que la journée du 27 janvier dernier, Citadel exécuta pour 7,4 milliards de transactions en une journée, ce qui équivaut à l'ensemble des transactions réalisées par la firme en 2019. Ça vous donne une idée du volume de transactions lors de cette journée. Enfin, Kenneth Griffin dit grosso modo que sa firme a simplement fait sa job, point final. Gabriel Plotkin, le CEO de Melvin Capital, est probablement celui qui eut le plus de difficultés à conserver sa crédibilité durant son allocution. Il débuta en affirmant qu'au même titre que la firme Citadel, il n'a rien à voir dans la décision de Robinhood de bloquer l'achat de GameStop. Puis il ajouta que sa firme, qui avait une position à découvert sur GameStop depuis plusieurs années, ferma sa position avant que les échanges soient interrompus sur le titre. Il affirma aussi que sa firme n'avait pas été sauvée de la faillite par Citadel, mais que Citadel avait plutôt vu une opportunité d'investissement qu'elle ne pouvait refuser. Donc, quand je vous parlais de crédibilité,
c'est à ça que je faisais référence. Même s'il ne veut pas l'avouer, on se doute fortement que la firme était en difficulté et en grand besoin de capital après le short squeeze sur GameStop. Finalement, il s'est dépeint en grande victime d'une campagne d'intimidation de la part de Wall Street Bet en raison des messages à saveur antisémite publiés sur la page à son égard. S'exprimant ensuite, le CEO de Reddit, Steve Hoffman, il expliqua le fonctionnement de sa plateforme et démontra que Wall Street Bets avait mis au jour les problèmes de transparence et d'intégrité du système financier américain. Quant au message d'intimidation à l'endroit du CEO de Melvin Capital, il affirma qu'un seul message avait été publié et que ce dernier n'avait reçu aucun upvote et fut supprimé presque immédiatement. Disons que ceci ne fit pas très bien paraître Gabriel Plotkin. Puis vint Key Gill, a.k.a. Roaring Kitty, a.k.a. Deep Effing Value, l'idole, le héros, l'investisseur aux mains de diamant ultime qui débuta son allocution avec la formule suivante. I am not a cat, I am not a hedge fund. D'un ton le plus sérieux. C'était complètement hilarant. Faisait-il référence à son propre alias Roaring Kitty ou à l'avocat américain transformé en chat lors d'une audience publique il y a quelques jours? C'est difficile à dire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gill est un investisseur particulier, comme vous et moi, qui partageait ses analyses de GameStop sur les réseaux sociaux au cours de 2019 et de 2020. Son investissement initial de 50 000 $ crut jusqu'à 50 millions au plus haut pic du prix de l'action de GameStop. Pour lui, il est clair qu'il n'est pas responsable de la montée fulgurante du prix. D'ailleurs, il affirma lui-même que son dernier stream YouTube Live sur le sujet n'attira que quelques centaines d'individus. Pour lui, c'est aux autres d'expliquer ce qui s'est passé dans cette affaire, dans la mesure où il n'est juste qu'un petit investisseur particulier maintenant, rendu millionnaire, certes. Finalement, s'est présentée la directrice de la chaire d'études sur la réglementation financière, Jennifer Schulp. Pour elle, les investisseurs ne devraient pas être limités dans leur accès au marché et ils devraient avoir aucune restriction sur le retail investing. En ce sens, le Payment for Order Flow facilite l'accès au marché pour les petits investisseurs en leur offrant des transactions gratuites, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Sans surprise, personne n'a pris le blâme pour cette malheureuse affaire qui a coûté cher à plusieurs investisseurs sans aucun doute. Bien sûr, compter sur les acteurs du milieu pour bien comprendre ce qui s'est passé par l'entremise d'une commission politique, c'est rêver en couleur. C'est comme ça aux États-Unis, mais ce l'est aussi au Québec. Alors, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui s'est passé pour que Robinhood et les autres plateformes de courtage bloquent l'achat de GameStop. Pour répondre à la question, il faut comprendre le système de règlement des transactions boursières. Alors voici comment ça fonctionne. J'ai essayé de simplifier le tout au maximum sur ce graphique et que je vous ai concocté et je tiens à le mentionner, je ne suis pas un expert dans la structure du système financier. Alors si vous voyez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire. Grosso modo, vous avez un acheteur et un vendeur qui envoient un ordre de transaction à leur courtier. Par exemple, l'acheteur envoie à Robinhood un ordre d'achat de 100 actions de GameStop à 450 $. De l'autre côté, vous avez un vendeur, dans ce cas-ci une vendeuse, qui envoie un ordre de vente à 450 $ pour 100 actions de GameStop. Les courtiers envoient les ordres sur le marché boursier ou à un market maker comme la firme Citadel par exemple. Et c'est là que sont jumelés les ordres correspondants. L'ordre de l'acheteur est jumelé avec celui du vendeur. Super! La transaction est ensuite envoyée à la clearing house qui s'occupe de plusieurs choses. Premièrement, elle envoie les confirmations de l'échange entre les parties au courtier qui vous l'achemine par la suite. C'est ce que vous recevez lorsqu'on vous notifie que votre ordre est exécuté. Deuxièmement, elle gère la balance des comptes entre les membres ou les courtiers qui font affaire avec elle pour qu'en fin de journée, tous les membres règlent leurs comptes et se transfèrent l'argent ou les actifs financiers qu'ils se doivent mutuellement. Les troisième et quatrième éléments sont les plus importants. La clearing house agit comme un assureur de la transaction. Alors, si une des deux parties ne peut plus remplir ses obligations, c'est la clearing house qui doit prendre la place de la partie en défaut. Pour cette raison, elle exige aux courtiers membres un collatéral qui prend la forme d'un dépôt bancaire pour couvrir les pertes en cas de défaut d'une des deux parties.
Le montant du collatéral est calculé selon une formule qui prend en compte la volatilité et le risque de la transaction. Donc, ceux qui sont allumés commencent déjà à comprendre ce qui s'est passé. Disons que notre acheteur a acquis ses actions sur marge et que la clearinghouse voit toute la volatilité auxquelles sont sujettes les actions de GameStop. Que pensez-vous qu'elle fera? Parce que l'action pourrait très bien retomber à 100 $ ou 50 $ et notre acheteur deviendrait insolvable, ce qui veut dire que c'est la clearinghouse qui devrait acquérir les 100 actions et les remettre au vendeur. Donc, la clearinghouse cherche à se couvrir en relevant le collatéral demandé au courtier pour qu'il puisse continuer à transiger le titre. Et là, je vous ai parlé de l'achat d'actions, mais c'est plutôt du côté des options que c'était problématique. Bref, Robinhood se voyait donc dans l'obligation de verser plus de collatéral pour pouvoir permettre à ses utilisateurs de continuer d'acheter l'action de GameStop. Cependant, qu'est-ce que fait le courtier s'il n'a pas assez de liquidité lui permettant de déposer le collatéral demandé par la clearinghouse? Il va chercher du financement d'urgence et il bloque les achats des titres trop volatiles pour éviter de faire faillite. Parce que si Robinhood fait faillite, c'est la clearinghouse qui doit couvrir les pertes et si celle-ci fait faillite, elle aussi, eh bien, c'est la Depository Trust Company ou la DTCC, soit la clearinghouse centrale qui doit tout éponger. Alors, le système était à risque de s'effondrer comme une série de dominos si des mesures draconiennes n'étaient pas mises en place. Si un collatéral est demandé, c'est en raison du temps nécessaire pour régler la transaction qui est de 2 jours. L'étape finale se déroule à la DTCC qui s'assure de modifier la propriété des titres financiers et ensuite d'informer les parties qu'elles peuvent procéder à l'échange monétaire. De là l'argumentaire de Robinhood qui demande à ce que les transactions soient faites plus rapidement pour diminuer le collatéral requis ainsi que le risque sur le système. En 3 jours, lors du pic de la frénésie de GameStop, Robinhood a vu ses exigences de collatéral multipliées par 10 pour passer de 125 millions à 1,4 milliard. Donc même si la firme de courtage affirme n'avoir jamais eu de problème de liquidité, on peut sérieusement en douter. Enfin, ce que prouve cette saga, c'est qu'on peut toujours améliorer les choses et même si les hedge funds, les short sellers et Robinhood ont été sévèrement critiqués, la solution réside probablement dans l'accélération du règlement des transactions boursières. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et que je ne vous ai pas trop mélangé dans le fonctionnement du système financier. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.